voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons, Jean-Louis Coatrieux et moi-même Félix Boulet. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Jean-Louis, tu es un scientifique reconnu pour tes travaux dans les domaines de l'imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et en intelligence artificielle. Tu as créé une émission pour Radio Laser. Je te laisse en parler. Tu nous dis deux mots sur cette... C'est une émission qui s'intitule Voyage extraordinaire dans le domaine des sciences. Donc, forcément, quelque part, des histoires, des récits, des aventures... parce que les scientifiques aussi peuvent vivre à travers leur passion, le plus souvent, de belles aventures. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir raconter ça et montrer en même temps la diversité des domaines, des espaces dans lesquels on peut naviguer quand on se passionne pour les sciences. Et ça comprend bien sûr les sciences humaines et sociales. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'IA. IA. Alors pour moi, pendant longtemps, l'IA, ce fut ce grand vaisseau de pierre amarré quai du Jardin à Rennes, autrement dit l'inspection académique. Lorsqu'on parlait de IA, on avait tous... je viens du monde enseignant, moi aussi. Et ce ne sera bien sûr pas de cette IA-là que nous allons parler aujourd'hui, mais... De quoi donc alors, Jean-Louis ? Bien, je crois que ça s'appelle l'intelligence artificielle. Voilà. Est-ce que c'est vraiment intelligent ? On va le voir, mais... Donc, c'est un sujet sur lequel tu as travaillé et tu travailles encore. Je travaille encore, oui, absolument. Et c'est un sujet qui, aujourd'hui, occupe les ondes, les pages des médias, qui nous envahit. Et donc, c'est intéressant qu'on soit tous les deux aujourd'hui ici pour en parler, mais pour en parler concrètement, sur des choses concrètes, parce que ce qu'on entend aujourd'hui, ce sont des discours qui tournent toujours autour des mêmes choses, mais qui ne nous en apprennent pas grand-chose finalement sur ce qui nous attend avec cette intelligence artificielle. Donc là, c'est une bonne occasion d'en parler. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de provocation, bien sûr. Il faut de temps en temps en faire, surtout dans un contexte comme ça, je crois. J'ai envie d'appeler ça, moi, une vague scélérate ou une vague assassine qui nous arrive face à nous. Alors, vague assassine, je ne sais pas si ça existe, ça a été utilisé par quelqu'un, mais vague scélérate ? Oui, c'est quelque chose de bien précis. Une de ces vagues immenses qui est générée en mer. Ce sont des événements rares, et il vaut mieux d'ailleurs, parce que ce sont des vagues qui peuvent atteindre quelques dizaines de mètres et qui peuvent engloutir évidemment les navires qui sont dans le voisinage. Et donc, je crois qu'on a affaire là à quelque chose qui va peser lourd dans notre futur. Et on peut essayer de le voir à travers des exemples concrets, justement. Vaste sujet, on l'aura compris, donc on traitera tout ça en deux parties, Jean-Louis. Oui, je pense que, vu l'importance du sujet, on peut très bien découper entre première base, je dirais, et puis après discuter plus du futur, des interrogations qu'on a surtout, et que tu dois partager comme moi d'ailleurs. Voilà. Tout le monde a entendu le discours de notre président au Palais de la Découverte. C'était il y a une semaine à peu près, oui, c'est tout récent. Très, très récent, et où là, le propos était... entraînant vers les nouvelles technologies, l'importance pour le pays
de se doter de ses propres armes. Et puis, d'ailleurs, ce qui m'a choqué a été aussi le fait qu'on a parlé beaucoup de la France et beaucoup moins de l'Europe. Oui, comme si on était les seuls. Voilà, et ça m'a profondément marqué, ça, parce que on sait, depuis un certain temps, que dans le ballet national au niveau du monde, nous ne pesons pas forcément grand-chose et que j'avais cru comprendre que notre avenir était quand même dans l'Europe. Donc j'aurais bien aimé entendre parler un peu plus d'Europe que de France, surtout sachant que les enjeux financiers qui sont derrière, qui ont été annoncés d'ailleurs, sont considérables. Et que nos moyens français ne sont pas si importants que ça. Donc dommage, c'est un discours, à mon avis, un peu raté. Et donc j'avais envie aussi de le dire et d'y revenir, justement. Alors, tu le disais, c'est un sujet qui est pris par les journaux, par les politiques, et c'est pris aussi par la rue, si j'ose dire, par tout un chacun qui a son idée là-dessus, et vraiment on entend quelquefois des discussions assez disons comiques, parce que oui, alors c'est un peu, c'est justement ça traduit quand même beaucoup de choses de la nature humaine. Je pense que certaines des auditrices, certains des auditeurs se souviennent d'outils qui avaient été mis à disposition du plus grand nombre il y a quelques années de ça. Je crois que l'origine était russe d'ailleurs. C'était un logiciel qui permettait de savoir comment on allait être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Alors, ce qui était étonnant, c'est pas l'outil en question, qui pouvait être tout à fait pertinent, mais c'était la ruée de tout le monde sur cet outil donc c'est ce côté ludique, enfin jeu, qu'on retrouve encore aujourd'hui, bien sûr, hein, sur les applications qui vont avoir lieu à partir de cette IA dont on entend parler un peu partout. Ouais. Alors, je ne sais pas comment tu veux aborder les choses. Je pense que tout le monde a compris que on était à la croisée d'un chemin quand même. Oui. Que chaque pays allait développer ou tenter de développer des outils pour répondre peut-être à des optimisations économiques, techniques et autres. Mais on peut regarder aussi le versant plus négatif de ces choses-là. Alors, on peut penser, par exemple, que être capable de faire chanter Édith Piaf sur de nouveaux textes en ayant appris sa voix, ça peut être peut-être un petit peu amusant. Oui. Mais si on est capable de faire ça avec Édith Piaf, on peut le faire sans doute avec beaucoup de monde. Et donc, on peut retrouver là des propos, des interventions orales de certains qui peuvent falsifier en quelque sorte notre gros, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, c'est, je pense, le chemin qui peut être suivi. Alors, en voilà un, il y en a beaucoup d'autres qui peuvent l'être aussi. Et donc, on voit bien là, à la fois le côté ludique qui va attirer les gens, faire rire, et puis en même temps, le versant plus sombre d'une utilisation qui n'est pas du tout positive, celle-là, et plus ludique du tout. Alors, au plan éducatif, par exemple, Jean-Louis. Alors, tout le monde, je pense à des enfants ou des petits-enfants et discute avec eux. Donc moi, il m'arrive de faire des rencontres au niveau des collèges. Et j'avais proposé, dans
le cadre de rencontre dans un collège, de demander aux enfants de rédiger une anecdote comme ça, et en leur disant que, bon, les sujets pouvaient être extrêmement variés, mais qu'en plus, on les traduirait dans les différentes langues qu'ils maîtrisaient les uns et les autres dans la classe. Alors, il y avait des enfants d'origine italienne, d'autres d'origine anglaise, d'autres... et même une petite créole. Alors, c'était le bonheur de me dire, tiens, on va avoir un texte traduit en créole. Alors, pour le créole, je ne sais pas. Mais les enfants m'ont dit très rapidement, on utilise Google Translate. Et voilà. Donc, pour moi, ça a été un premier révélateur, parce que je me suis dit, finalement, effectivement, ils n'ont plus besoin d'apprendre les langues, puisque quand ils auront besoin de les utiliser, non seulement ils auront des traducteurs, mais ils auront des traducteurs pour l'oral aussi. Et je me suis souvenu d'une circonstance qui remonte à 6, 7, 8 ans maintenant, d'avoir une réunion en Chine avec des collègues chinois, où il y avait déjà un petit dispositif dans la main de nos amis chinois qui traduisait mon anglais en chinois et leur chinois en anglais pour moi. Et donc, je n'avais pas considéré ça comme étant quelque chose de menaçant d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, je vois ça d'un autre œil. C'est-à-dire, est-ce que la communication entre les gens, finalement, va passer par un intermédiaire instrumental, comme un téléphone, par exemple? Est-ce qu'on sera peut-être demain plus tenu et plus avoir envie de se parler directement, sans passer par un artefact de ce genre? Donc ça pose beaucoup de questions. Cet exemple-là, sur la langue, est un premier exemple. Et évidemment, toi qui te passionne pour la littérature, tu sais déjà comme moi que on va pouvoir rédiger tous les textes qu'on veut, je pense, et donc dans toutes les langues qu'on veut, sans avoir quasiment rien appris. Oui. Ça ne te fait pas peur? Si, d'autant que c'est un sujet que j'ai abordé. Moi, je suis assez passionné pour les problèmes de traduction. C'est depuis que j'ai découvert Umberto Eco, le grand sémiologue italien, romancier aussi. Et c'est un sujet qui le passionne, lui aussi. Et puis voilà, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Karine Chichero, qui traduit des textes de l'anglais, mais ça peut être de Grande-Bretagne, enfin même plus précisément, oui, de Grande-Bretagne, d'Irlande, des États-Unis, du Canada, voire même du Nigeria. Et bien sûr, nous pensons forcément à notre ami Albert Bensoussan. Quand on voit alors dans le dernier livre qu'il a consacré à son ami Vargas Llosa, il a un chapitre, il parle beaucoup de traduction, mais il a un chapitre absolument brillant, tu te souviens, oui. On en avait parlé avec lui. Et quand on voit tout ce qu'il cherche pour que le texte français soit d'une part fidèle, soit élégant, soit vraiment dans le style de Vargas Llosa lui-même, tu te dis, mais jamais, au grand jamais, on ne pourra atteindre ça, si ce n'est par un cerveau particulièrement brillant comme... Oui, alors c'était le sens, je suis tout à fait convaincu comme toi de ça. Et c'était j'avais fait un test avec lui, prenant une de ses traductions, comparant avec non pas Google Translate, mais avec DeepL, qui est un outil aussi
très performant. Et il restait dans la traduction d'Albert ce caractère un petit peu surprenant, un petit peu épicé, il y avait du goût, il y avait de la couleur qu'on ne retrouvait pas encore dans Google Translate. Et puis donc j'étais heureux. Et quand je l'ai dit dans je crois que c'était un étonnant voyageur, les traducteurs sont venus me voir après pour me dire merci d'avoir souligné cet élément. Mais après coup, je me suis dit, mais finalement, la lecture demain, est-ce qu'elle aura besoin de ces couleurs, de cette saveur, ou est-ce qu'on va plutôt vers des lectures d'ouvrages dans une langue ordinaire, finalement, dans une langue relativement banale? Et donc, se pose cette question-là, véritablement, pour la littérature demain, utilisant ce genre d'outils. Est-ce qu'on va chercher la surprise dans l'histoire, il peut y en avoir une, hein, mais dans la langue aussi. Oui. Et est-ce que, finalement, ce goût de la langue va s'atténuer ou pas? C'est une grande question. Je n'ai pas la réponse. Mais l'autre jour encore, j'étais dans un rayon de littérature et j'avais vu une rangée complète de livres classés sous la rubrique romance et qui sont des belles histoires. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais est-ce que c'est ça, finalement, qui existera demain? Ou est-ce qu'on aura encore des grands écrivains à nous surprendre, à nous passionner voilà. Alors, je ne sais pas. Que penses-tu? Moi, oui, ça fait un petit peu peur. Alors, que l'intelligence artificielle soit utilisée pour des traductions de notices, mode d'emploi d'un fer à repasser ou d'une soudeuse, je ne sais quoi. Oui, ça devient plus précis. Je me souviens de fous rires quelquefois qu'on a pu avoir dans le passé par les traductions très approximatives des modes d'emploi, justement. Mais voilà, quand c'est Albert qui traduit Vargas Llosa, alors il y a des sonorités. Il va, entre deux mots synonymes, il va choisir celui qui a la sonorité la plus proche du mot original. Il y a la métaphore, un peu la métaphore inattendue qui sera pas forcément la même. Hein, voilà, il va se permettre de. Il y a les jeux de mots. Oui. Ça fait un peu peur, c'est vrai, parce que on est quand même un certain nombre de personnes à rechercher dans une lecture, non pas, bien sûr, une belle histoire, c'est toujours agréable, mais qui soit racontée justement avec un peu de style. Exactement. Alors l'autre chose que j'ai vu récemment aussi et qui va te faire peur et faire peur aux auditrices et aux auditeurs, sans doute pareil, c'est la vente annoncée chez Christie's, une des grands repères de vente aux enchères à Londres, qui vendait les premières œuvres créées par l'IA. Et donc, évidemment, il y a eu une bronca de tous les artistes, mais ça annonce bien les choses. Est-ce que ça aura une valeur? Est-ce que demain, il n'y aura plus aucune valeur du tout, puisque ce sera complètement banalisé? Là, c'est une question quasiment existentielle pour les artistes qui se posent, et pour nous même, puisque la création est au cœur de l'être humain et du monde. Donc, vraiment de grandes questions pour ce volet artistique. L'autre grande question qu'il va falloir se poser aussi, c'est la capacité de ces systèmes, finalement, de nous envahir en fausses nouvelles. On est déjà confronté à ça. Et en science, c'est d'ailleurs un combat permanent, hein, avec des missions d'information dans les écoles.
en particulier, mais aussi dans la presse, etc. Il va y avoir d'ailleurs un livre qui va sortir en 2026 sur ce sujet aux éditions Apogée. Et donc, là, on risque d'avoir aussi un raz-de-marée de fausses nouvelles qui vont venir générées par ces outils d'intelligence artificielle. Donc, autre grande question qui va nous être posée, et quand on entend l'autre discours positif qui consiste à dire on va faire des systèmes éthiques, on va réguler, on va interdire éventuellement. Enfin, interdire est un mot qu'on entend très très peu dans ce domaine-là. Oui, d'ailleurs, Attal enseigne que le vice-président des États-Unis nous fait la leçon. Oui, presque nous dire, mais vous êtes des censeurs. Oui, et donc, quand on regarde la réalité, jusqu'à présent, tout ce qui passe sur X, tout ce qui passe sur Facebook, sur Twitter, sur tous les machins qui sont à notre disposition, rien n'a été interdit. Rien n'a été supprimé. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plein d'informations, non seulement qui sont fausses, mais qui sont parfois très graves. Et donc, on nous explique que pour l'IA, on va être capable de faire ce qu'on n'a pas été capable de faire pour tous ces outils de grande diffusion. Il y a une chose qu'on n'a pas été capable de faire non plus en Europe, c'est d'avoir des équivalents. Là, on voit bien que le monde se positionne entre les États-Unis et la Chine, très, très clairement. Donc voilà, ce message de dire on va créer une IA éthique, peut-être sur quelques petites applications, mais de manière globale, certainement pas. On n'a pas les moyens de le faire. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes Jean-Louis Coatrieux et moi-même Félix Boulet dans une émission un peu particulière puisque nous n'avons pas d'invité d'une part et nous avons eu envie d'échanger à propos de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on dit peut-être à propos de cette fameuse IA, l'intelligence artificielle. Et tu te poses la question, cette question qu'on se pose tous. Alors, tu l'as posée tout à l'heure pour la traduction, tu l'as posée pour la création artistique. On peut se la poser, pour écrire des nouvelles. Chacun va être capable d'écrire un très bel article pour le courrier des lecteurs, par exemple. Est-ce que à partir de quelques prompts, partir de quelques mots. Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que c'est vraiment la question grave ? Est-ce que ça sert à quelque chose d'apprendre, puisqu'on a une machine qui fait à notre place ? C'est une grande question à laquelle il faudra qu'on réponde. Alors, on a tous des souvenirs comme ça de détails. Moi, je me souviens que quand les machines à calculer, quand on est à la main, là, sont sorties, ont commencé à se populariser et étaient utilisées dans les classes, à l'université ou ailleurs. Et quand il y avait un exercice qui était posé et que le résultat donné par l'étudiant était complètement aberrant, en fait, la réponse qu'il nous faisait, c'était c'est la machine qui m'a donné le résultat. Et donc, c'était tellement évident que la machine ne pouvait pas se tromper. Est-ce qu'on va être confronté à ça ? C'est-à-dire comme des aberrations complètes et puis un handicap fondamental, c'est-à-dire lorsque la machine n'est plus disponible, comment fait-on ? On risque d'avoir ce genre de situation dans les années à venir. Mais effectivement, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on apprend ? Comment on va raisonner demain ?
à partir du moment où on aura des outils qui sont supposés le faire pour nous. Donc là, il y a de grandes questions de société et on peut s'interroger sur même la notion de civilisation qui est face à nous demain à travers ce genre de technologie. Alors, on ne peut pas être seulement à charge. Pour être juste, il faut quand même... il est clair que dans certains domaines, souvent d'ailleurs qui servent d'alibi pour faire passer, je dirais, la pilule d'une certaine manière, il y a le domaine de la santé. Oui, on en a parlé récemment. Hein. Je vous renvoie à notre dernière émission de Voyage extraordinaire. Avec Renaud de Crevoisier et la radiothérapie. Donc, dans ce discours aussi qu'on entend, on a l'impression qu'il n'y avait rien avant. C'est-à-dire que cette IA est arrivée et c'était le désert avant. Ben non, pas du tout. On a eu des méthodes, beaucoup d'avancées qui permettaient de faire de la reconnaissance de la parole, reconnaissance qui n'était pas parfaite, certes, et avec l'IA qui a apporté des performances supplémentaires. Mais on n'est pas parti de rien pour autant. Hein, donc, et donc, dans beaucoup d'applications médicales, elles vont être utiles certainement pour analyser en particulier des grands lots de données. Alors, pour prendre un exemple qui te tient à cœur, je pense, par exemple, les apnées du sommeil. Oui, parlons-en. Puisque tu viens d'avoir une expérimentation qui t'a été offerte récemment. L'apnée du sommeil, c'est des enregistrements qui sont de longue durée, qu'on appelle de longue durée, donc plusieurs heures, et qui se font par mesure d'un certain nombre de paramètres physiologiques. Et donc, sur des enregistrements longue durée comme ça, effectivement, on peut apprendre à travers un certain nombre de cas, et pour un nouveau patient, être capable d'analyser plus rapidement, sans être obligé de regarder page par page, ligne par ligne, les enregistrements. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt dans un tel cadre, et ça peut se valoir aussi pour la cardiologie, pour d'autres sujets. Mais on sait déjà, avant que l'IA arrive, on savait déjà le faire en grande partie. On a gagné peut-être avec l'IA quelques pourcentages dans la performance de bonne détection, de bonne reconnaissance, etc. Le confort du patient aussi, peut-être. Peut-être dans certaines applications, oui. Et puis peut-être dans un certain nombre de traitements, en optimisant encore un petit peu mieux, etc. Tout ce qui n'est pas invasif, en fait. J'entendais ou je lisais récemment que certaines applications la permettront d'éviter les biopsies. Oui, mais ça reste quand même le juge de paix final. Je dirais que donc là, il y a peut-être des débats à avoir, mais en imagerie médicale, par exemple aussi, on a des méthodes de segmentation, c'est-à-dire de détection de la zone de lésion, qui sont déjà très très efficaces. Et ce qu'on voit actuellement dans les travaux qui sont menés, c'est actuellement un bénéfice de quelques pourcents. Alors quelques pourcents, ça peut être important parfois, mais ça n'est pas forcément toujours significatif. Donc disons que dans un certain nombre de domaines, et en voilà un, qui est souvent d'ailleurs mis en avant, on aura quelques progrès significatifs dans certains cas qui vont pouvoir se concrétiser. Mais la reconnaissance de visage, par exemple, on voit aussi ce que ça signifie. Oui. Du point de vue, mais sur le versant noir, sur la reconnaissance des visages et sur la surveillance, bien sûr. Donc, comme tout
C'est une technologie nouvelle qui va avoir des avantages et des inconvénients. Je pense que la balance va peser plus du point de vue des inconvénients que des avantages. Alors, c'est l'avenir qui nous le dira, mais il y a quand même d'autres facteurs qui semblent inquiétants. J'ai vu l'autre jour à la télévision une jeune femme, donc qui était adulte, une vingtaine d'années, et qui se baladait avec un doudou dans sa poche. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, c'était dans un journal d'information. Et donc, ce doudou était évidemment intelligent, c'est-à-dire qu'il avait de l'intelligence artificielle embarquée. Et donc, c'est très bien. Je veux dire, on peut dialoguer, mais qu'est-ce que ça a évoqué tout de suite ? Ça a évoqué la dimension humaine. C'est-à-dire, c'était à l'image même de la solitude. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'amis. Et finalement, donc, pour remplacer ses amis, elle avait ce doudou qu'elle portait dans sa poche, donc qu'elle accompagnait partout. Et ça a évoqué pour moi la grande question de demain, c'est-à-dire quelle humanité voulons-nous ? Est-ce que c'est une humanité qui va se parler par appareil interposé ? Est-ce que c'est une humanité qui va être solitaire, complètement solitaire, qui ne va plus avoir de vie sociale, qui va utiliser ces éléments-là en permanence pour vivre. Donc là, il y a que voulons-nous demain et que voudront faire nos enfants demain et nos petits-enfants, bien oui. Évidemment. Donc là, il y a de grandes questions sur l'humanité de demain. Je crois qu'il est l'occasion de poser, qu'il faut poser aujourd'hui à travers l'IA, justement, et à travers de cette société qui existe déjà et qui va se déployer, évidemment, demain. Nous allons faire une pause dans notre discussion aujourd'hui, Jean-Louis, et on se retrouvera demain. À demain.